Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, aujourd'hui on se retrouve avec Pierrot Vélo pour la pause quotidienne sur nos jours de repos. On va débriefer de cette deuxième semaine du Tour de France qui a été intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout l'étape d'hier aussi qui a fait pas mal de dégâts, on y reviendra bien sûr. Mais Pierrot, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comment t'as passé cette semaine? Salut El Moussa, ouais franchement ça va super, une belle semaine de vélo. Franchement j'ai bien kiffé regarder cette semaine avec un peu des surprises par rapport à ce qu'on avait pu se dire la semaine dernière. Des choses où on avait raison, des choses où on avait tort. Donc franchement très content de te retrouver pour cette semaine et de débriefer. Avant j'avais un petit truc à te demander qui va essayer de devenir le rituel. Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine en un mot? Que j'ai pensé de cette semaine en un mot. Sachant que pour ceux de qui la n'avaient se- pas suivi, je te laisse réfléchir. Notre mot sur la première semaine, donc avec les 2 jours de course en plus, ça avait été logique. Donc quel va être le mot de cette deuxième semaine? Cette deuxième semaine, le mot de la première, c'était logique. Le mot de la deuxième semaine, si je devais en choisir un, ce serait. Alors, ça va vous paraître. En fait, on va dire que pour Tadej Pogacar, le mot logique serait encore le bon. Mais par contre, pour le reste derrière, j'aimerais dire quand même euh, excitante. Ok. Excitante. Et je pense que le mot, c'est excitant. Parce que je ne sais pas toi quel mot tu aurais choisi, Ouais. mais je trouve que la bataille qui est en train de se jouer pour le classement général entre le deuxième et le sixième du tour, ça va être quelque chose d'allétant jusqu'au bout. Et on parlait de cette dernière étape la veille de l'arrivée à Paris, qui va faire d'énormes dégâts, et je pense que ce jour-là, le classement général pourra encore être bouleversé complètement, quoi. Ouais. Donc ça va être hyper intéressant et hyper excitant pour le coup. Donc voilà mon mot, Pierre. Ok. Je sais pas quel est le tien. Ben moi j'avais mis convaincante. Donc un peu dans la même idée. Parce que excitant, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que c'est plutôt sur la troisième semaine déjà. Tu Ouais. vois, si on prend que la deuxième semaine, moi j'avais mis convaincante parce que bon, bah voilà, Pogacar n'a pas craqué, on doutait pas, mais je trouve que tout le monde a été convaincant, que ce soit, bah, comme tu disais, ceux derrière, etc. Même Sexas, même un Del Toro que moi j'ai trouvé plus que convaincant. Donc voilà, c'est le mot que je m'étais noté, mais je pense qu'on est à peu près d'accord sur l'idée qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Ok, ok. Non, non, convaincant, c'est vrai que c'est un bon mot. Excitant, ce serait vraiment pour la troisième semaine qui arrive. Mais en même temps, j'ai pris énormément de plaisir à regarder les étapes, malgré le fait que on a l'impression que Pogacar a toujours cette jambe au-dessus et qu'il se balade avec ses gosses. Mais à part ça, j'ai trouvé que derrière, Paul Sexas m'a fait vibrer déjà parce que à 19 ans, faire ce qu'il est en train de faire, c'est tout bonnement exceptionnel. On en parlait après la première semaine. On se disait qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi. Est-ce qu'il Ouais, va moi pouvoir j'avoue, tenir j'étais plus dubitatif. J'étais en mode, bon, il fait une magnifique première semaine, c'est là dans la deuxième qu'il va craquer. Pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape en troisième semaine si jamais il Ouais. a craqué. Bah, il m'a complètement donné tort et franchement, tant mieux parce que c'est vrai qu'à 19 ans, bref, c'est impressionnant. Je pense qu'on va en débriefer quand on passera sur les étapes, donc on peut peut-être avancer, mais Ouais. ouais, franchement, Ouais, ben, je te propose qu'on aille direct qu'on rebondisse direct sur l'étape 10, du coup. Au lendemain du jour de repos, on savait que cette étape-là, elle pouvait déjà faire beaucoup de dégâts. L'étape du 14 juillet. Je t'avais dit que c'était une des celles qui m'excitait le plus. Et on n'a pas été déçus, honnêtement. Il y a eu des gros dégâts. Richard Carapace, lui, je pense, était plus déçu que nous. Parce que, on va en parler, mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà, pour ceux qui s'en souviennent pas forcément, le Lioran, c'est Pogacar, du coup, qui s'impose devant Remco Evenepoel et Sexas qui fait son premier podium sur une étape du Tour. Donc, très très belle étape, des beaux écarts quand même. Je crois quand même que le groupe Remco arrive 38 secondes derrière. Et Del Toro prend 1 minute 30 sur Pogacar ce jour-là. c'est ça. Mais Pierre, je sais pas si tu as regardé l'étape, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé dans cette dernière ascension avant le final? J'avoue, je l'ai plus en tête. Je re-regardais mes notes et vas-y, explique-moi parce que là, j'avoue Ah oui, que. c'est Pogacar qui attendait en fait d'attaquer. Il attendait le dernier kilomètre pour pas lâcher Del Toro en fait, qui avait certainement Oui. annoncé qu'il était dans le mal.
Et c'est pour ça que Del Toro prend 1 minute 30 sur tous les favoris. C'est le seul à perdre beaucoup de temps ce jour-là. Enfin, 1 minute, pardon, du coup. Et Pogacar avait retardé son attaque, mais on sentait qu'il était énervé parce Ah qu'il oui, voyait c'est quand il fait les la gestes victoire d'humeur, s'échapper. etc. Mm. Ouais. Ouais, C'est ça. non, Et franchement, cette fameuse attaque, du coup. c'est ça. Non, franchement, bah, moi je trouve que c'est toujours le plus surprenant, c'est Evenpool, tu vois. Je sais que moi j'avoue, quand on avait fait le débrief la semaine d'avant, c'est vrai qu'il nous avait pas donné énormément confiance. Il était là, mais il avait été lâché, il faisait un peu le yo-yo. Et là, c'est vrai qu'il était. Bah là, il remonte sur le podium, quoi. Ouais. Mais sur cette étape-là, moi, il m'avait aussi fait peur, honnêtement. Un peu, pas autant que Sexas, mais il est vraiment dans la gestion de son effort où il avait pris un petit coup de chaud ou quoi, Ouais. mais il avait lâché quelques mètres sur le groupe Bah, c'est ça. Lipovitz et on se disait, Bon, tant pis, waouh, c'est du classique ouais, Remco, il va pas tenir. Et là, c'est il ça. remonte sur tout le monde. C'était Ouais. impressionnant, ouais. Et, euh, et il aligne tout le monde au sprint derrière. Et Vingegaard, qui avait roulé à fond, lui, ce jour-là, perd une dizaine de secondes sur les autres parce qu'il s'est fait déposer dans la dernière rampe finale, Ouais, qui était plus dur qu'elle n'y paraissait. ouais, ouais, ouais. Ouais, Et bon, sur cette étape du Laurent, Pogacar surdominant encore, qui reprend en 45 secondes à Richard Carapace en 800 mètres. C'était une folie. On aurait dit qu'il allait 2 fois plus vite que lui. Le pauvre Carapace, il a vu il l'a débouler. vu débouler, ouais, Il c'est ça. il restait 200 mètres de montée, mais il a quand même pas pu l'accrocher. Donc, terrible pour lui. Mais bon, les commentateurs, pareil, sur France TV, je trouvais un peu. On aurait dit que c'était fini après cette montée-là, alors qu'il y avait encore des beaux morceaux. Enfin, je veux dire, même si Pogacar rentrait pas, ils auraient pu rentrer derrière. Si on regarde là, à l'arrivée, Carapace, il prend quand même 2 minutes sur ceux qui jouent la gagne, quoi. Donc, même si c'est certainement un peu relevé, et j'ai pas l'impression en tout cas. Mais c'était une étape qui a fait beaucoup de dégâts et qui avait remanié un peu les cartes de ce classement meilleur jeune aussi, parce que Ayuso s'était accroché, avait pris le maillot blanc, et on se disait Del Toro, c'est un peu trop juste pour lui, son premier Tour de France. Et au final, non. Mais avant ça, il y a eu ces étapes de plaine. Ouais, c'est ça. Qui a réussi à se refaire la cerise, comme dirait l'autre. Mais ouais, moi, c'est ce que j'avais noté en point, c'est Del Toro qui craque, ou bah voilà, on en avait un peu parlé. On s'était dit, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer? Il craque, et bon, on en parlera après, mais finalement, il est bien revenu, et plutôt impressionnant même. Ouais. C'est arrivé à Nevers avec la victoire de surprise un peu, même C'était s'il est très génial. costaud. Ouais. Soren Warrenskold, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah franchement impressionnant, parce que j'ai pas regardé, mais j'ai essayé de réfléchir les dernières fois où un sprint s'est joué un peu comme ça, un peu un Lintox, tu vois, dans un vrai truc de sprinter. Ça arrive parfois sur des échappées, mais là comme ça, le mec qui arrive à partir et qui lâche rien, franchement j'ai trouvé ça impressionnant. Et en plus, je sais pas si tu as la petite info, c'est qu'en fait il était tombé la veille, et il avait fini dernier de la 10e étape. Et du, J'avais pas l'info. et du coup, c'est un peu la belle histoire que, genre vraiment, tu vois, il finit dernier et il arrive à gagner sur un sprint comme ça en plus. J'ai trouvé ça bah, vraiment impressionnant, et franchement, félicitations, quoi. Genre, de le tenter déjà, Ouais. c'était pas mal, mais de réussir encore plus. Ouais, ouais, non, clairement, j'ai été surpris, moi, tu vois, de voir une arrivée comme celle-ci, justement. C'est ce que tu disais. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu d'équipier pour étirer le peloton Mm. dans un final. Et j'ai jamais vu des sprinters se regarder à 350 mètres de la ligne. Ouais. C'était fou. C'était fou. Ça s'est complètement relevé. Et c'est aussi Olaf Koy qui je trouve qu'il fait un peu cette erreur-là, Olaf Koy, parce que il est bien placé et les gros sprinters ne sont pas avec lui, juste derrière lui à ce moment-là. Un peu comme l'arrivée à Pau, en fait. Mm. Et Warren Scholl qui arrive de l'arrière lancé, il y a ce petit trou de souris qui s'ouvre et lui, il se pose pas de questions, il remonte à l'aspiration, il fait un sprint très long du coup. Mais Olaf Koy deuxième, je pense qu'il y avait mieux à faire pour lui ce jour-là malheureusement, parce qu'il revient très fort sur la fin. Philipsen était costaud aussi, mais ouais, l'avance qu'il a pris en fait, Warren Scholl, il finit avec pas beaucoup d'avance alors qu'il avait vraiment à un moment 15 mètres d'avance, je pense, pendant le sprint. Donc
C'était chaud, mais c'est très beau pour cette équipe Uno X qui, comme l'an passé, réalise une super performance en gagnant une étape. Donc bravo à eux. Après avoir porté le maillot jaune, eux, ils ont vraiment leur tour réussi, quoi. Ouais, non, franchement, impressionnant. Impressionnant ce sprint. Ouais. Bon, l'étape 12, arrivée à Chalon-sur-Saône. Ouais, Grosse chute dans le final. J'avoue, j'ai essayé de regarder un peu, mais j'ai pas réussi à bien comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu as pu regarder toi un peu et est-ce que tu as eu des... ouais. C'est Fernando Gaviria qui chute, malheureusement. Lui qui avait crevé en plus dans le final, quelques kilomètres avant. Il arrive à se replacer, à venir se replacer pour le sprint. Et au moment en fait où il commence à vouloir se replacer juste avant de lancer son sprint, il y a un mec qui freine un peu devant et qui lui ferme un peu la porte. Et plus assez lucide, je pense, pour freiner. Et forcément, à cette vitesse-là, ça fait énormément de dégâts et c'est hyper impressionnant. Ils ont dû bien se faire mal, mais heureusement, plus de peur que de mal. J'ai eu l'impression que personne n'a eu rien de cassé, que des brûlures. C'est assez, c'est assez choquant à cette vitesse-là. Mais tant mieux pour eux. Et derrière, un Team Merlier très fort qui n'a pas pu être déboîté. Olaf Koy encore deuxième. Donc des places d'honneur pour la Décathlon CMA CGM. Mais ils les enchaînent entre Sexas et Ouais, c'est Koy vrai. qui font que des top 5. Mais ouais, Tim Merlier qui va chercher sa troisième victoire d'étape sur ce tour en costaud Ouais. et qui a abandonné d'ailleurs hier. J'ai vu Ah, ça. j'ai pas vu. Ouais. Qui a abandonné, donc il ne sera plus là pour. Bon, il aurait pu jouer sur 2 étapes encore, mais ça s'arrêtera là du coup pour Tim Merlier, Ok. qui ne sera pas un prétendant au maillot vert, qui était loin de toute façon au classement des points. Ok. Même avec cette victoire-là, c'est vrai que je pensais qu'il allait pouvoir remonter. C'est vrai que j'ai raté l'abandon. Ouais, Euh, j'ai vu ça ce matin, je crois, hein, ou hier, je sais plus, et on mais sait pourquoi, juste hors délai ou... ouais, malade, plus HS, on va dire. Ok. Et l'étape 13, c'est une échappée qui va au bout. Alors je réfléchis, est-ce que dans ce tour, il y a eu d'autres échappées? Je voulais voir, j'avoue, je n'ai pas une super mémoire. Dans ce Tour de France, il me semble pas. Il me semble pas. Je me demande si on n'avait pas une étape quand même, je sais pas si... Ah si, celle de Mats Pedersen. Ouais, c'est ça. Et Voilà. celle de Mathieu Van Der Poel, pardon. Mais Et je crois c'était qu'on pas en a des une étapes autre de. C'était aussi. Ah oui, non, c'est celle de Matt Pedersen avec la Trek qui roule pour ouais. lui. C'était pas des étapes de montagne en tout cas. Ouais, ouais. Oui, c'est C'était, ça. enfin, elles étaient vallonnées, accidentées, mais là, c'était la première vraie échappée sur une étape difficile. C'était pas de la montagne, mais il y avait quand même le grand ballon à monter ou le ballon d'Alsace de 9 km à 7%. Donc c'était un beau morceau quand même. Ouais. Et, mais super victoire de Mauro Schmitt. Qu'est-ce que tu en as pensé, ce final? Entre les deux, ce sprint final ou Ouais, après la descente, en fait, où le moment où ils se font un peu la malle et où la UAE, ben, Tim Wellens et McNulty font l'erreur en fait de pas y aller Ouais. et ils se retrouvent piégés derrière. Et Kevin Vauquelin était en Cannes en plus ce jour-là, c'est dommage. Hmm. Ouais, et j'avais une... bah, on en parlera juste après, j'avais une question pour toi là-dessus. Euh, non, mais j'ai bien aimé, c'est vrai qu'à la fin, ils se sont bien regardés, Mauro Schmitt, et j'ai plus le nom du deuxième. À Terrada, ouais. Terrada, ouais. J'ai vraiment eu un doute. Après, je pense qu'ils savent ce qu'ils faisaient, mais ils se sont vraiment arrêtés, quoi. Et je me suis dit, non, vraiment, c'est le pire truc à voir, ça, quand tu vois les mecs de derrière remonter. Mais non, ils ont géré leur course. Franchement, c'était une belle étape. Non, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce qu'il est possible d'attaquer dans ce Tour de France? Je te pose la question, je te donne un peu de contexte. C'est que ils vont tellement vite, on n'en a pas trop parlé, mais ils ont battu tous les records de vitesse d'étape, etc. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais en fait, ils Ouais. vont tellement vite. Là, je voyais, parce que je me disais pareil, Vauquelin, il a l'air bien, pourquoi il attaque pas? Mais quand tu regardes à combien ils sont à 55, 60. Je veux dire, comment tu veux attaquer pour faire un gros différence de vitesse? Tu vois, genre, même s'il attaque et qu'il monte à, je sais pas, 65, c'est déjà énorme. Mais l'écart est pas si grand que ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Ouais, bah,
Le seul moyen pour Mauro Schmidt et Terrada enfin, ils auraient pu gagner potentiellement au sprint dans le groupe, c'est dès les moments où ça se regarde en fait. Et c'est souvent ce qui arrive malheureusement dans une échappée, c'est que personne ne veut donner le coup de pédale en plus pour l'autre. Et du coup, on se retrouve à se regarder, à ralentir, et ceux qui arrivent de l'arrière, lancés, qui veulent pas toucher les freins, ils débordent à côté et ils ont ce différentiel de vitesse à ce moment-là qui fait qu'ils peuvent sortir. Sinon, c'est clair que une fois que les deux devant étaient sortis et que ça attaquait dans tous les sens, tu peux pas demander à un coureur d'attaquer. En fait, ça roule tellement vite. Pour rouler à 55 à l'heure, il y a tellement de résistance à l'air déjà. S'il faut être à 60 pour sortir, bah, tu te crames les cuisses, mais en 2 secondes, quoi, déjà. Et c'est clair qu'avec ces allures-là, bah, forcément, les échappées, plus ça va vite, plus c'est compliqué pour elles de résister. Parce en peloton, c'est facile, entre guillemets, de rouler à 55-60 à l'heure. Alors qu'en échappée, tu as beaucoup moins d'aspiration que tu sois devant ou derrière, quoi. Non, non, clairement, ouais, c'est vrai que. Bah, on en avait un peu parlé dans la première semaine, mais c'est vrai que je trouve ça dur d'attaquer, quoi. Que ce soit même en montagne où ils mettent un gros rythme, etc. Donc, bon, c'est intéressant. Mais oui, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais vu qu'il y avait eu l'étape la plus rapide cette semaine. Que là, c'était cette étape-là où Schmitt gagne, je crois que Ouais, c'est c'était la. 50,9 à l'heure, Ouais, l'étape la plus ouais, rapide. l'étape 11, Et c'est là, ça. ouais. Et l'étape de Mauro Schmid, je crois, ils ont 50,1 ou 50,2 pour une étape de moyenne montagne. Ouais, non, Ah non, c'est aberrant. c'est impressionnant. Bon, ça nous emmène tout doucement à l'étape 14 avec l'arrivée Ouais, au. et Ah, pardon. petite mention quand même, petite mention pour cette étape 13 à Tom Pidcock qui récupère 7 minutes au classement général. Ouais. Il, il est revenu dans la course. C'était un peu le coup de poker, on va dire, pour la Pinarello Q36. Ils l'ont bien joué parce que il est revenu dans la course et même si bon, il a payé ces efforts-là, mais c'est pas que de cette étape-là parce que le lendemain et hier à nouveau, il est reparti en échappée. Donc je pense que le jour de repos, il va en profiter Tom Pitcock Ouais, ouais, non, parce qu'il était poncé hier dans le dernier col, il avançait plus. ouais. Mais très costaud quand même, Non, c'est le vrai coureur britannique. ouais. Impressionnant, ouais, je pensais qu'il allait réussir, tu vois, avec un peu cette belle troisième place et tout, que justement dans le Markstein, il allait réussir à résister un peu plus. On l'a vite vu perdre des minutes. Donc je sais pas quelle place il est aujourd'hui au jour de repos. Mais c'est vrai qu'il Au, était au remonté sur le général, podium, quoi. ouais, il est peut-être 9e ou 10e. Ok, Je ouais. sais pas si 9e, je crois, ouais. Je vais te dire ça. Classement général. Moi, je sais pas. Il y a la petite pub. Je crois qu'il est 9e. Et Jordan Jegat 10e à 19 minutes. Et Pitcock est 9e à 10 minutes, je crois. Donc, il a quand même assuré, grâce à ses échappées, bah, très certainement un top 10. Ouais, 9e top Pitcock. Ok. À 11 minutes 19 de Pogacar. Et du coup, à 1 minute de Nini Martinez. Donc, faudra surveiller sur cette fin de tour, à voir comment il récupère. Mais tempérament très offensif. Moi, j'étais un peu pas déçu, mais sur cette étape 13 où Mauro Schmidt s'impose, c'est vrai qu'on a vu personne faire la différence dans ce col du Ballon d'Alsace. Et même si, bon, il y avait l'équipe de Ben O'Connor et de Mauro Schmidt qui ont cadenassé à fond, mais tout le monde se valait. En fait, le niveau est très homogène au final, je trouve. En dehors de Tadej Pogacar, je trouve que le niveau de ce Tour de France est quand même très homogène. Il n'y a personne qui surpasse personne. C'est beau à voir en tout cas. Mhm. Ouais, je suis complètement d'accord. Du coup, Cette étape du Markstein alors. ah, franchement, moi j'avoue, c'est mon étape préférée pour l'instant sur le tour. C'est vrai que cette arrivée sur cette piste cyclable là, bon, qui a été faite pour le tour, mais avec l'ambiance qu'il y avait, franchement, c'était fou à voir. Surtout le scénario de la course, je l'ai trouvé quand même fou. Pogacar qui met une belle attaque à 1,5 km de l'arrivée où on se dit il va nous refaire la classique. Et il se retourne quand même pas mal, je trouve, dans le Marstein. Et parce que Vingegaard,
il est dépassé, mais il reste longtemps à 10 secondes et on le sentait vraiment bien, Vingegaard, alors que c'est lui qui avait fait les 2 kilomètres avant, je crois que c'est lui qui tirait Ouais, tout ce groupe maillot jaune pour essayer ouais, de faire craquer Del Toro derrière, qui était vraiment en élastique. Euh, et du coup, c'est que ça se lâchait assez vite, donc on se dit ok, peut-être c'est son premier jour un peu de moins bien, il se retrouve avec Ayuso, Del Toro qui est lâché, on se dit pourquoi pas le maillot blanc, etc. Et là, il arrive à bien réattaquer et à rattraper Vingegaard. Ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce que Vingegaard perdait pas tant de temps que ça non plus sur Pogacar. ouais, Et il bascule à deux en se disant bon, il y a le groupe derrière avec Del Toro et Evenepoel. Et là, moi, c'est plutôt Del Toro que j'ai trouvé impressionnant, où bah, Vingegaard qui avait fait toute la montée pour essayer de le faire craquer et lui faire perdre encore des temps comme l'étape de mardi du coup, et qui se retrouve en jambes et qui vient attaquer tout le monde et finir deuxième largement devant Sexas et devant Vingegaard qui se prend une très belle cassure. Non, franchement, ouais. j'ai adoré cette étape-là. Je trouve que bah, déjà, Sexas qui prend le maillot blanc, Vingegaard, bon, donc on voyait peut-être bien en forme, etc. Peut-être moins loin que ce qu'on pensait de Pogacar. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais c'était un petit remake en fait du Orange, j'ai trouvé, Mhm. de 4 jours avant. Et Del Toro, je l'ai vu très fragile pendant un moment dans le Markstein. Et pour moi, c'est un miracle qu'il fasse deuxième parce que il craquait, on sentait qu'il était dernier du groupe, il prenait quelques mètres, il revenait, etc. Remco avait craqué avant, très impressionnant aussi parce que en fait, il a pas craqué Remco, il s'est mis à son Ouais, rythme c'est tout ça. simplement. Et il est revenu très très fort derrière parce qu'il est rentré sur Lipovic et sur c'était qui Ayuso. Ayuso, Ils ouais. ont roulé à trois. Mais Del Toro, quand j'ai vu l'image hélicoptère au sommet du Markstein où Texas arrive et il est 4 mètres derrière Vingegaard, il arrive à recoller direct. Et là, on voit Del Toro, 50 mètres derrière, qui faisait un comeback. Il a dû faire une fin d'ascension. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais aimé avoir les images. Mais il était avec Evenepoel et Ayuso. Et quand on voit l'écart qu'il y avait au sommet, il a dû faire le final au sprint, quoi. Et surtout, Vingegaard et Texas se sont pas regardés derrière parce qu'ils l'ont vu 50 mètres derrière et ils voulaient surtout pas qu'il rentre parce que forcément, s'il allait rentrer, il allait pas rouler, il allait être emmené sur un plateau jusqu'au bout. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a réussi à rentrer malgré tout. Je pense qu'il a dû se faire énormément violence. C'est pour ça que on se dit, enfin, moi, je m'étais dit, waouh, là, il est allé au bout de lui-même. Demain, il faudra voir ce que ça donne sur l'étape le lendemain parce que l'effort qu'il a fait là pour rentrer, il était all out. Enfin, il y avait zéro calcul, il était mort quand il est rentré sur eux. Et en même temps, ça lui a permis d'arriver frais à la fin parce qu'au final, les autres roulaient et lui a pu récupérer dans les roues derrière. Mais pareil, Vingegaard n'a pas été capable de changer de rythme. Il n'est pas aussi fort que ces dernières années. Il n'est pas aussi fort, je pense, qu'il n'était sur le Giro. Mais c'est que ça, c'est un nouveau monstrueux. Il arrive à aller embêter Del Toro et à finir dans le même temps que lui, malgré le fait qu'il ait roulé tout du long. À son âge, moi j'étais bluffé. C'était comme toi, c'était une de mes étapes préférées. Voir aussi Evenepoel gérer son effort comme ça, lui qui n'aime pas trop les gros changements de rythme sur des ascensions longues, etc. Il fait un peu à la Sexas en fait, sauf que pour moi, il était moins bon grimpeur. Il nous a menti hier, mais c'est des gars, oui, certes, qui ont fait les remontées au watt, au capteur de puissance, mais qui du coup n'ont pas explosé et qui sont encore là à jouer pour le podium du Tour de France. Et si jamais il arrive quoi que ce soit à Pogacar, on n'aura jamais une bataille aussi intéressante, on va dire, derrière pour la victoire du Tour. On a 5 à 6 gars qui sont capables de renverser la tendance. Et ça, c'est un réel plaisir pour le suspense, pour le podium en tout cas. Mm. Et même pour le maillot blanc, parce qu'Ayuso a craqué hier et on va en parler. Ouais, non, et c'est vrai, c'est que comme tu disais un peu plus tôt, c'est vrai que Pogacar est une jambe au-dessus, mais je trouve que sur tout le reste, ça se bat bien, que ce soit sur le classement de points, de sprint, du meilleur jeune. C'est intéressant de suivre un peu tout. Il y a eu Del Toro qui a une journée de moins bien. Là, Sexas hier était peut-être un poil moins bien. Genre, je sais pas dire s'il était moins bien ou si c'était trop fort au-dessus, mais en fait, il y a toujours des écarts, des choses comme ça. Donc c'est vrai que
c'est super intéressant, quoi. Ouais. Et cette étape 15 alors. Celle-là, c'est celle qui m'a le plus surpris, on va dire, de par la victoire de Remco et Ouais. juste enfin, surtout son niveau, quoi. Mhm. On pensait à un moment que l'échappée allait peut-être pouvoir faire quelque chose. Et malheureusement, il y a eu cette chute aussi de Ouais, Jonas bah c'est ça. Vingegaard. Je pense que la chute change toute l'étape. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on commence par là. Donc, chute de Vingegaard à 23 km de l'arrivée. Il glisse, ouais, et il tombe sur un trottoir, donc fracture de la clavicule. Et du coup, bah là, c'est vrai que le groupe maillot jaune qui était parti comme une fusée, surtout c'était la Visma qui roulait pour rattraper Pidcock qui était parti et du coup rattraper du temps sur Pidcock et récupérer la deuxième place pour Vingegaard. Bah, du coup, tout s'est un peu arrêté. Il y a eu ouais, dizaine de kilomètres avant d'attaquer la montée où personne ne savait trop ce qu'il devait faire, quoi. Ça chamboulait tout le scénario de l'étape. Donc ouais, je sais pas, ouais, je pense que cette étape a un peu tout bousculé, hein, je pense. Ils ont attendu en fait d'avoir la confirmation de l'abandon pour pouvoir aller rouler devant, quoi, parce que ils osaient pas trop attaquer ou quoi. C'est jamais, c'est une situation délicate parce que il tombe alors que c'est ses coéquipiers qui roulent. Et quand t'es adversaire, tu dis ah merde, enfin c'est pas la position où tu es censé tomber en Hmm. fait, parce qu'il a personne autour de lui pour le gêner à prendre ce virage. Après, ils le prennent très très vite par rapport à l'échappée qu'il avait pris intérieur. Eux prennent à l'extérieur, donc on tourne l'îlot central. Et à une vitesse, je sais pas s'ils en ont reparlé à la réunion enfin au débriefing derrière, mais Campenart, il n'a pas arrivé aussi vite dans ce virage-là. Enfin, c'est faire prendre des risques pour rien. Après, je sais pas si le virage était gravillonné ou non, mais c'est clair que perdre le tour, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et là, malheureusement, pour une Vingegaard, il pourra pas faire ce doublé Giro Tour, même si c'était sacrément déjà mal embarqué. Mais dommage parce que il y avait vraiment une belle bataille. J'aurais aimé voir ce qu'il aurait fait dans cette montée finale et ce que ça aurait pu apporter à l'étape, quoi. Et, Et à la fin de ce Tour de France. et ouais, ouais, non, complètement d'accord. Et avant de parler plutôt de l'étape, pour rester sur la chute, je sais pas si tu as suivi, mais ils ont eu un test antidopage, Vingegaard et Pogacar, du coup, dans la nuit, donc à 2 heures du matin. Ce qui normalement est interdit, sauf si on a des sources, si on a des très gros doutes. Donc, je voyais des gens qui disaient soit on est à l'aube d'un énorme scandale sur le dopage, soit les contrôles antidopeurs ont fait un peu de zèle. Je pense qu'on est plutôt sur la deuxième option, au vu de ce qui se dit, etc. Pogacar, on a parlé à l'arrivée, tout le monde en parle, ou même niveau récupération, 2 heures du mat, c'est là où on est dans le sommeil pardon, le plus récupérateur. Euh, Est-ce que tu penses que ça a pu avoir un lien sur sa lucidité à ce moment-là, dans ce virage, ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes? Je pense que c'est deux choses complètement différentes dans le sens que à ce moment-là, c'est lui qui fait rouler ses coéquipiers pour la gagne de l'étape. Et tu fais pas rouler tes coéquipiers si t'es pas en jambes. Et surtout à l'allure où ils allaient. C'était pas un faux rythme, là ils étaient à bloc. Et c'était pour tenter quelque chose. Ils devaient se sentir bien. Donc, utiliser l'excuse du contrôle à 2 heures du matin pour la chute, c'est pas la bonne excuse en tout cas. Même si par contre, pour moi, c'est clair que ces contrôles-là, ben, tu réveilles un leader du tour entre deux étapes hyper importantes pour le classement général à 2 heures du mat. À ce moment-là, tu réveilles tous les coureurs du peloton pour que ce soit équitable. C'est plus cette notion d'égalité qui me dérange dans ces contrôles à ces heures-là. Mais en même temps, c'est aussi parce que le cyclisme traîne de grosses casseroles derrière lui et que sur des années 2000, les pires années du vélo en termes de dopage, je l'espère, ben, il y avait des choses qui se faisaient la nuit et malheureusement, c'est là où on pouvait attraper les coureurs. Donc maintenant, il y a ces contrôles-là qui ont été faits. Pogacar à 5 heures du mat, apparemment, n'a pas réussi à se rendormir derrière. Faut aussi se dire qu'ils sont tous sous caféine aussi la plupart. Donc déjà, trouver le sommeil, c'est compliqué.
Mais si t'en sors et que t'as fait déjà une partie de ton sommeil profond, derrière, c'est très dur de retrouver le sommeil. Mm. Et pour le coup, je pense pas que c'est en lien avec la chute de Vingegaard, mais c'est un sujet par contre qui clairement c'est le seul sport où il peut arriver ce genre de folie, quoi. Ouais. En plein Tour de France, c'est l'une des épreuves les plus dures qui existent sur notre planète, quoi. On vient réveiller le deuxième du classement général à 2h du mat alors qu'il est tranquille en train de dormir. C'est bon, j'ai envie de dire heureusement qu'ils l'ont pris en train de dormir. Sinon, Non, mais sinon ça aurait je été suis d'accord avec toi parce que encore plus embêtant. c'est un peu dur parce que d'un côté, je suis complètement d'accord avec toi où il y a un peu ce principe d'équité, mais il y a aussi ce principe de bah ouais, on a connu des choses graves donc faut pas que ça se reproduise. Mais tu vois, toujours avec un peu d'intelligence quand même. Il y a des lois qui avaient été établies pour éviter ce genre de truc. Je crois que à 5 heures du matin, ils ont le droit, tu vois, c'est vraiment pendant la nuit. C'est de 23 heures à 5 heures que c'est interdit. Je pense que c'est peut-être pour des bonnes raisons. Après, peut-être qu'ils avaient leurs bonnes raisons, je pense qu'on ne saura jamais. Mais ouais, c'est Ouais. un peu touchy comme sujet parce que du coup, il y en a qui crient que c'est n'importe quoi, d'autres qui vont dire bah, que c'est totalement normal. Et moi, je suis un peu entre les deux, quoi. Ouais. Bah ouais, mais après, c'est vraiment ce truc, bah, si vous réveillez quelqu'un, réveillez tout le monde Ouais, en non, je suis fait. d'accord. Enfin, pas tout le monde parce que c'est infaisable, tu peux pas réveiller 180 coureurs, mais vous réveillez les 10 premiers du classement général et au moins tu perturbes pas ce truc-là, quoi. Parce que enfin, le sommeil, c'est quand même le facteur numéro 1 de la récupération. Mm. Donc bon. Mais bon, c'est un autre débat et Ouais, on ouais. pourrait débattre pendant des heures, je pense. On ne sait pas du tout tous les tenants et aboutissants derrière ce contrôle-là. Et comme tu dis, peut-être qu'il y a des infos qu'on n'a pas et que on aura peut-être d'autres infos plus tard. On n'espère pas en tout cas, Mm. mais on verra ça. Ouais, du coup, cette étape 15, on est arrivé plein de certitudes après cette étape 14, en se disant bah ouais, que Vingegaard pouvait peut-être y arriver, etc. Donc cette chute qui bouscule tout et cette montée après faite à un très gros rythme et surtout, bah, moi je trouve que l'image du tour c'est quand même Pogacar qui est en mode équipier pour Del Toro euh, et qui voulait vraiment, ça se voit, je pensais vraiment qu'il allait lâcher, qu'il allait partir pour la gagne. Je pense qu'il aurait pu. Donc je sais pas si. J'avoue que je réfléchissais à pourquoi il a fait. Pas pourquoi il a fait ça, mais je pense que c'était bien d'aider Del Toro, mais à un moment il pouvait partir quand l'écart avait été fait sur Sexas. Je pense qu'il aurait pu partir. C'est vrai que j'ai. Est-ce qu'il avait vraiment une relation très forte avec Del Toro? Il voulait pas le lâcher, etc. Euh, Ouais, je sais pas, j'étais assez surpris. Un peu comme on disait à la deuxième étape de il le laisse gagner. Là, bon, c'était pas tout à fait ça. Et pareil, c'est vrai que sur la ligne d'arrivée, il joue pas le sprint. J'ai l'impression qu'il joue plus le fait de pas prendre la cassure. Ouais, je sais pas si tu veux qu'on refasse toute l'étape, mais sur la conclusion de cette étape, c'est vrai que moi, c'était plutôt un peu d'incompréhension. Peut-être j'ai pas toutes les stratégies, tous ces trucs-là, mais. Ouais. Bon, on va reprendre au pied de l'ascension. Au pied de l'ascension, ils sont déjà un groupe très réduit. Mm, mm. Pour un peloton maillot jaune, il y avait eu des difficultés avant quand même, mais à ce point-là, c'était assez impressionnant. Et ça a de suite pété rapidement. Hein. C'est que ça, je crois qu'il pète au kilomètre 7, à 7 km de l'arrivée. Mm. Il reste 7 km derrière à 9%, c'est énorme. Et l'addition aurait pu être énorme. C'est là où on voit la maturité de Sexas qui prend 1 minute à peine en 7 km, sachant qu'il a roulé tout seul. Lipovic Lipovic, ouais, bah. et derrière, je sais plus qui c'était avec lui pendant un moment. C'était Lipovic, c'est Ayuso, mais qui a craqué Ouais, aussi, ce que j'allais Ayuso dire, du ouais, coup. Ayuso, il a craqué assez vite. Ouais, ouais. Mais il a roulé tout seul alors que devant c'était le parrain Pogacar qui roulait avec les deux fistons derrière. C'était Isaac le fiston, Pogacar, on aurait dit il était sur un scooter, il parlait à l'oreillette tranquille à 400 watts. Il disait ouais bon ça va, je peux accélérer progressivement ou t'es mort? Et Del Toro qui lui demandait de pas le lâcher. On a vu à l'oreillette Don't drop me, il lui dit. Tu dis ça quand même au meilleur cycliste de l'histoire qui est en train de rouler pour toi quoi. Euh,
Donc Del Toro veut vraiment ce maillot blanc et la UAE aussi parce que pour demander à Pogacar de rouler pour Isaac, je pense qu'ils veulent vraiment que Del Toro gagne ce maillot blanc et aussi fasse podium de ce Tour de France. Et mine de rien, c'était le bon choix à faire si jamais Pogacar avait attaqué et Kremko, qui avait l'air plus fort que Del Toro, avait suivi, Isaac se serait retrouvé tout seul. Il aurait bien sûr quand même repris du temps sur ses classes, mais ça aurait peut-être pas été suffisant pour prendre le maillot blanc. Donc c'est bien joué à eux de ce côté-là. Mais après, Pogacar était tellement un cran au-dessus pour parler comme ça à l'oreillette toutes les 2 secondes, se retourner. Enfin, il était en balade, quoi. C'est ça qui est le plus perturbant, en fait. Et Remco, lui, par contre, à l'inverse, j'ai adoré parce que ça fait plaisir. Il était là où il fallait être. Je pense que du coup, ce sera pas des records d'ascension sur cette ascension-là, même s'ils ont grimpé très fort. Mais vu comment Pogacar était en dedans, entre guillemets, c'est quand même une très grosse perf de Remco parce qu'il est au niveau de Del Toro, mais Del Toro qui avait chuté un peu juste avant aussi. Donc bon, ça va être intéressant de voir les prochains jours, mais Remco a été très fort, très explosif sur le sprint final aussi. Pogacar, on sentait qu'il voulait juste pas prendre de cassure, mais qu'il lui a laissé parce qu'à mon avis, ils s'entendent bien et que il faut pas non plus se faire trop d'ennemis. Tiens, tu l'as ta victoire et voilà, moi je fais deuxième tranquillement. Mais à l'heure où on se parle, Pogacar pourrait déjà être à 6 victoires sur le Tour de France. Qui était ma Ce qui prédiction. était ta prédiction. Ce qui était ta Il prédiction. m'aide pas trop. Il laisse gagner deux coureurs. Et c'est terrible parce que le record de victoire sur un Tour de France, c'est 8. À l'heure actuelle, il pourrait déjà être à 2 étapes d'égaler le record. Sachant Et qu'en vrai, il va sûrement faire 2 sur la dernière semaine. je pense qu'il peut jouer 2 victoires au moins sur la dernière semaine. Et s'il veut vraiment jouer tout, il peut en claquer plusieurs. Mais en tout cas, très content pour Remco parce que première victoire en dehors d'un contre-la-montre sur le Tour de France. Ouais. Et en patron, il s'est pas affolé. Et il n'a pas eu froid aux yeux non plus. Il a fait l'effort où il fallait. Après, est-ce que Pogacar était à bloc ou non, on le saura pas. Mais il n'avait pas l'air au faciès. Et vu la réactivité, il finit assis dans la roue. Il n'avait pas l'air à fond. Mais beau. Un beau message en tout cas envoyé par Remco à ses adversaires qui doutaient certainement de ses capacités en haute montagne et même à nous. J'aurais jamais cru que Remco s'imposerait hier. J'aurais jamais parié sur lui. Bah surtout Et après l'étape 14, moi je le voyais un peu comme ce que tu pouvais dire sur Del Toro, où pour moi il avait épuisé beaucoup de force sur cette étape ouais, 14 où il avait été, alors pas forcément lâché, mais il avait pris de la distance pour faire la remontée et il était fini en bombe. Donc j'avais trouvé ça impressionnant. Moi j'avoue, j'aurais pas mis forcément une pièce sur Evenepoel sur le lendemain d'une étape comme ça où on sait que c'est pas ses forces. Non, franchement, ça envoie un message assez fort. Par contre, j'avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça m'a pas choqué sur Pogacar qui laisse passer Del Toro parce que c'est un équipier, premier tour, il a fait un bon boulot. Pour moi, ok, c'est un grand cycliste, mais je sais pas, pour moi, tu es compétiteur avant tout et si tu peux écraser tout le monde, il faut le faire. L'année dernière, Pogacar, il avait écrasé Vingegaard dès qu'il le pouvait. Là, je suis d'accord avec toi, il semble plus fort. Moi, j'avoue que je suis content pour Evenepoel, mais à sa place, je ne sais pas si c'est une victoire que tu savoures autant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ouais, ou ouais. il gagne parce que Je quelqu'un l'a suis laissé d'accord avec gagner, ça. tu vois. Et Ouais, je trouve que ça dommage un peu une victoire d'étape, tu vois. Je veux dire, une victoire d'étape sur le Tour de France, c'est quelque chose que tout le monde rêve, etc. Après, je dis pas qu'il la mérite pas. Il était en haut avec les meilleurs et il a fait une ascension de fou. Mais tu vois, c'est comme si au sprint, Merlier, à un moment, il dit ah bah Pedersen, il en a pas encore gagné. Vas-y, je mets un petit coup de frein, tu vois. Bah non, je veux je dire. suis, ouais, je suis complètement d'accord. Je trouve que ça a enlevé du goût à cette étape qui était très belle et à une super ascension de Remco en fait. Enfin, j'ai vu l'arrivée avec ma petite amie et je lui ai dit direct, il aurait pu au moins grimacer, tu vois. Oui, c'est vrai. Nous faire Juste, croire, juste, quoi. ouais, c'est ça. Au moins, si tu le laisses gagner, te donne l'impression que t'as mal aux pattes, quoi. Parce que c'est clair qu'on ne saura jamais s'il était à bloc ou non. Et c'est frustrant parce que Remco fait une super ascension et un, c'est un immense athlète, un des meilleurs cyclistes. Si Pogacar n'était pas là et Vingegaard non plus, il aurait déjà plusieurs grands tours à son palmarès. Et
c'est dommage parce que c'est clair qu'elle a moins de goût, cette victoire. Et j'espère qu'il pourra nous montrer qu'il a ce talent-là les prochains jours, quoi. Et Mhm. qu'il confirme sur des étapes de haute montagne. Pourquoi pas pour gagner à la pédale en 1v1 avec Pogacar. Mais c'est clair que je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y avait un petit goût amer à l'arrivée. On était à la fois très contents et en même temps on se disait, il, il a gagné parce que Pogacar était gentil, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'il soit gentil avec des Français au moins, quoi, plutôt que des Belges. Non, mais C'est ouais, ça. franchement, je sais pas, je suis en train de Bon, après, je suis pas forcément de la team c'était mieux avant, mais quand tu réfléchis, même sur les dernières années, bah, Pogacar ou Vingegaard avaient été battus par d'autres et c'était à la pédale, c'était à quelques secondes et c'était des belles victoires, quoi. Donc, ouais. Moi, Mais il y avait déjà eu Andy Schleck et Alberto Contador en haut du Tourmalet. Mais c'était pas la même chose parce qu'ils étaient en 1v1 Mhm. déjà. Et ils s'étaient mis des chiches tout du long. Tout du long, tout du long. Et Contador, c'était à la veille de l'arrivée ou l'avant-veille, qui avait pas disputé les sprints sur la ligne d'arrivée à Andy Schleck. Mais c'était plus une forme de respect pour le coup, en mode bon, c'est bien, moi je vais gagner le tour et toi tu vas faire deuxième et on s'est bien tiré la bourre, quoi. Mhm. Alors que là, il n'y avait pas eu d'attaque de Pogacar. On sait même pas, en fait, il a même pas essayé de mettre en difficulté Remco. Donc on sait pas en fait du tout dans quel état d'esprit c'était ou quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que à la place de Remco, j'aurais un peu forcément les boules parce que bah, tu te dis bon, est-ce qu'il m'a laissé gagner parce que je me suis bien battu contre son fiston et du coup il était Je fier sais ou... pas, on les a vus parler juste avant le dernier sprint final, là, avant la dernière montée. Bon, on saura pas ce qu'ils se sont dit. Ouais. Moi, je pense qu'ils se sont mis d'accord avant ou je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais bon. Mais au-delà de ça, par contre, très mal joué de la UAE pour ce coup-là parce que non seulement Del Toro prend une cassure sur le sprint, et en plus de ça, Pogacar laisse 6 secondes de bonif du coup à Remco. En plus de 4 secondes de récupérer du coup par rapport à Del Toro. Et mine de rien, quand on voit qu'ils n'ont que 50 secondes d'écart entre les deux, à l'arrivée, il faudra faire les comptes. J'espère que les 4 secondes, elles n'y seront pas à l'arrivée à Paris Clairement. parce Et que... surtout, là, pour préparer un peu la semaine pro, il y a le contre-la-montre. Alors, j'avoue que moi, je suis pas un Ouais. grand fan de contre-la-montre, mais je pense que celui-là, il va être vachement intéressant. Et Remco versus Del Toro, je pense qu'on peut déjà savoir qui va rajouter des secondes. Donc, je pense que ces 4 secondes-là, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, elles auraient peut-être pu être bénéfiques pour justement anticiper un peu ce contre-la-montre qui va, je pense, faire du mal à Qui un va faire des peu dégâts, ouais. tout le monde, ouais. Ah ouais, j'ai jamais été autant hypé par un chrono. Moi non plus. Parce que il y a du beau monde. J'ai hâte de voir ce que Sexas peut faire sur un chrono comme C'est ça. ça. C'est Parce vraiment, que moi, c'est ça la grimpe, grosse interrogation. il y a une descente technique, il y a un peu de plat à la fin. Honnêtement, Ouais, c'est demain, hein, c'est ça, c'est dès demain, ouais. ouais. Mais Del Toro, qui est moins bon rouleur, pourra limiter la casse largement sur un chrono de ce profil-là parce qu'il est dur. Mais Remco peut prendre beaucoup de temps d'avance sur ses concurrents directs au général. Mais Sexas peut aussi en reprendre, je pense, sur Del Toro. Je vois bien Sexas maillot blanc à nouveau au lendemain du chrono. Et du coup, avant les dernières étapes de haute montagne. Mm. Mais du coup, si on parle un peu de cette semaine-là, pour le chrono, tu avais un truc à rajouter Non, peut-être? non, non, je suis d'accord avec toi. Ok. Il y aura une dernière étape de plaine avec l'arrivée à Voiron. Et ensuite, on a enchaîne avec le triptyque Voiron, Orsières-Merlette. Donc, avec 3900 mètres de dénivelé, une étape difficile, mais pas non plus l'arrivée la plus dure qui existe, 7 km à 6,7%. Il n'y aura pas des écarts normalement monstrueux en haut. Et par contre, l'étape 19 et l'étape 20, les deux passages à l'Alpe d'Huez, l'arrivée à l'Alpe sur l'étape 19, 13,8 km à 8%. Donc un peu dans le style de la montée du plateau de Solaizan finalement. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et le lendemain, bah, là c'est juste pour terminer le game. On verra ce qui se passe, mais il faudra être vigilant. Hâte de voir aussi quelle météo on aura parce que si on n'a pas de grosse chaleur sur ces étapes-là ou qu'on a un temps un peu pluvieux ou humide, il va avoir des écarts et ça va être intéressant. Il va, il va avoir du suspense sur certains tours. Pierre, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce Non, que tu as des pronos pour la fin de tour à nous donner? Est-ce non, qu'on va avoir une je victoire voulais bien française? qu'on discute sur le maillot blanc. Ouais.
Est-ce que c'est Sexas ou Del Toro? Je pense Ayuso hors course. Ouais, je pense que J'ai Ayuso, pas l'écart là si on regarde que le. qui m'a beaucoup surpris au Markstein, il a été monstrueux Oui. aussi. Parce qu'il faisait l'élastique, il était au pied du Markstein, il était dernier du peloton. Et il a remonté petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ouais, il y a Ça allait de Martinez mieux en mieux. qui est là aussi. On en a pas Ouais, parlé, mais il est tout le temps là. Alors il est plutôt un peu dans le troisième groupe. Je le vois plutôt comme ouais, ça, où il y a Pogacar après le groupe avec Del Toro, Sexas, etc. Et Martinez qui est derrière, qui pointe à 1,51 de Del Toro. Sexas est à 52 secondes. Euh, et Del Toro qui est à 1,54. Donc c'est serré entre Martinez et Del Toro. ouais. Franchement, je te pose la question et j'avoue que je n'ai même pas la réponse parce que je voyais une interview hier de Sexas qui disait que le maillot blanc l'intéressait pas tant que ça de la manière dont il le disait, que c'était vraiment le classement général. Donc je trouve ça un peu, comment dire, contre-intuitif. Ouais. Euh, Parce que est-ce que juste il vise une place au général et on va dire il regarde pas qui est devant. Euh, Après, s'il fait deux du général, il sait qu'il est maillot blanc. c'est ça. Donc en soi, l'un va avec l'autre. Finalement, le plus important, je pense, c'est général. Ils en veulent deux sur le podium à Paris. Si possible, un et deux. Et c'est là que va être tout le suspense de cette dernière semaine. Je pense que Ayuso sera trop juste. Il a montré déjà des signes de faiblesse. Et Ouais, mais il montre des signes de faiblesse, mais à chaque fois il est là quand même, quoi. ouais. Après, Mais par en fait, contre, le truc c'est qu'on a dit la même chose à la fin de la première semaine et ouais. Ouais, on va voir. On va voir, ça va être intéressant. Sexas, toujours, moi, je suis ébahi par ce qu'il fait. Je pense qu'on se rend pas assez compte encore en non. tant que Français ce qu'on est en train de vivre. Mais là, il a 19 ans. Le mec, il est là pareil pendant 15 ans, quoi. Si on le gère bien et qu'on le protège, il peut finir avec, honnêtement, hein, si Pogacar, dans 3 ans, il a la retraite, bon, bien sûr, il y aura d'autres mecs qui vont éclore comme lui, etc. Il y aura des machines de guerre. Mais ça peut être le futur Bernard Hinault, quoi. Hmm. Enfin, c'est voire encore plus fort. Mais il faut pas lui mettre la pression. Je le trouve très mature. Et hier, quand j'entends encore dans son interview d'arrivée, il arrive, il est content parce qu'il n'a pas le protocole à faire. Il dit bon ben nickel, je réponds juste aux interviews et on se casse. Je suis là, je me dis mais il sait où il va et il sait ce qu'il veut. Et à 19 ans, le faire avec autant d'assurance, c'est impressionnant. Et ajouter à ça, il dit à l'interview que en fait il a peut-être été un peu trop en dedans dans la montée parce qu'il arrive à finir très fort la montée. Et ça, c'est de bon augure pour la suite parce qu'on sait que du coup, il perd du temps. Mais il s'est rendu compte qu'il avait pu finir très fort la bosse parce qu'il montait au watt et il s'est dit putain, je suis peut-être encore plus fort que ce que je pense en fait. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, Bah, c'est ça ce va être que beau. Ça va être beau de voir ces dernières semaines. surtout c'est ce que disait Vauclair aussi et quand je parlais un peu de l'étape 14, c'est que l'ambiance était vraiment folle et que là tout le monde était pour Sexas et c'est normal. Si j'avais été sur le bord de la route, ça aurait été pareil. Mais et il dit, je pense que ces watts là justement qu'il a pas à l'entraînement. Je pense que ça aide aussi, ça pousse. Bon, après, ça va pas lui faire monter des murs non plus, mais je pense que ce truc-là, c'est pas sous-estimé non plus d'avoir tout ce soutien-là, etc. Après, j'ai l'impression qu'il arrive quand même à prendre pas mal de distance là-dessus et qui se sent pas pousser des ailes, et ça, c'est très bien. Mais je pense que quand il est Ouais, sur le vélo, dans la montée et tout, je pense que d'avoir tout le monde qui pousse derrière, ça doit quand même aider à faire des belles montées, quoi. ouais. Et en même temps, je trouve ça bien parce que j'ai pas non plus. Nous, on en parle parce que on est en train de faire un débrief, donc c'est important qu'on en parle et qu'on discute de ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas non plus. Ça pourrait être encore plus, tu vois. Je me dis, il a la pression forcément médiatique, Ouais, une etc. Mais je Sexas trouve que Mania. les commentateurs sont un peu en dedans là-dessus. Et je trouve qu'ils en font pas trop. Et ça, c'est bien parce que. Mais j'ai regardé l'ascension du Markstein. Même en regardant la télé, on voit des gens le pousser. On voit des gens, ils passent à 20 km/h et les gens, ils se disent mais je vais l'aider, tu vois, je vais l'aider juste pour qu'il rattrape Vingegaard et il lui met une tape au cul et je me dis putain, les gens s'en foutent, il faut pas toucher les coureurs, Hmm. tu prends le risque de les faire tomber, etc. Mais c'est c'est la mentalité des Français et on est à fond derrière
notre poulain et on veut qu'il gagne, mais c'est impressionnant, il faut le protéger, il faut pas brûler les étapes. Ce qu'il est en train de faire, c'est déjà monstrueux. Et j'aurais signé tous les jours pour qu'on soit là en train de faire Moi ce aussi. débrief-là. Moi aussi, parce que c'est vrai que quand on avait commencé avant le tour, moi j'avais dit que j'espérais le meilleur pour lui, mais que bah, ça allait être long, ça allait être beaucoup de jours de course, etc. Et pour l'instant, mais il tient son rôle, même plus que tenir son rôle, même sur sa gestion Ouais, des équipiers, etc. Je veux dire, il apprend beaucoup de choses quoi, sur ce tour. Mais non, franchement, il gère d'une. Il gère, ouais, franchement, ouais. félicitations. Ouais, bah Bah, je écoute, pense qu'on peut terminer là-dessus. je pense, ouais, vive le tour, vive la suite. Et on a hâte, ouais, bah je pense qu'on se fera un petit débrief de fin de tour la semaine prochaine. Euh, Ouais, parce que tu avais quand même annoncé que Vingegaard allait abandonner, et ça, on n'en a pas trop parlé, mais on fera un petit débrief, ouais, bien sûr, de fin Tour de France de cette grande boucle, bon, qui sera peut-être un peu plus long. j'aurais jamais souhaité une chute. Moi, j'étais plutôt en mode difficulté par rapport au Giro et un peu un abandon parce que je Ouais. voyais qu'il pourrait pas jouer la gagne ou le podium. Mm. Finalement, il m'avait un peu fait mentir par rapport à mes prédictions. Bon, une chute, c'est vrai que c'est jamais ce qu'on souhaite. Mais Vingegaard ne va pas finir le tour, donc on verra Ouais. qui de nous deux aura le plus de prédictions justes. Si tu veux, on pourra parler de la Coupe du Monde aussi. Tu avais voulu en parler. On en parlera, mais viva España, parce que là, il y avait les matchs hier soir contre l'Argentine, et c'est bon, les Argentins, fallait pas qu'ils. Le nombre de coups bas, c'est pareil, ça c'était terrible. Mais c'est un autre débat. Et en tout cas, Pierrot, ça m'a fait plaisir de débattre avec toi un peu de cette deuxième semaine de Tour de France. On se retrouve, nous, à la fin du Tour de France. Le lendemain, on se fera un petit débrief de cette grande boucle, Avec en plaisir. espérant qu'on ait des étoiles plein les yeux et que nos Français nous fassent vibrer, parce que pour l'instant, pas de victoire française. Et ça, c'est pas normal avec les coureurs qu'on a. Donc, on va croiser les doigts pour qu'il y en ait une qui arrive. Mais jusque-là, en tout cas, Pierrot, porte-toi bien. Et bah toi aussi, et à la semaine prochaine. Salut, prenez soin de vous. Salut!